C'est ce que j'ai entendu de la bouche de mon propre fils. Le lendemain, j'ai acheté la maison où il habitait, mais même cela n'a pas suffi pour qu'il me regarde comme un père. Je suis Antoine, j'ai été gardien pendant 30 ans, j'ai travaillé plus de nuits que je n'ai dormi. J'ai élevé mon fils avec tout ce que je pouvais, et même avec ce que je ne pouvais pas. Mais aujourd'hui, je vis seul dans la maison qui était autrefois la sienne. Et certaines nuits, le silence est si lourd qu'on dirait que les murs respirent. Alors j'ai décidé de tout raconter calmement, sans colère, juste avec vérité. Alors écoute jusqu'à la fin, et si cette histoire te touche, commande d'où tu l'écoutes et abonne-toi à la chaîne. Chaque jour, il y a une histoire que tu as peut-être aussi besoin d'entendre. Si tu ne me paies pas de loyer, tu es à la rue. C'est ce que j'ai entendu de mon propre fils, le même garçon que j'ai porté dans mes bras quand il avait de la fièvre, à qui j'ai appris à faire ses lacets, que je protégeais même de son ombre. Cette même bouche qui m'appelait autrefois son héros me traitait maintenant comme un fardeau. Il a dit cela assis à la table de la cuisine, sans même me regarder dans les yeux. J'ai attendu qu'il rie, qu'il dise que c'était une blague, mais ce n'en était pas une. Il a répété sérieusement que j'abusais de sa gentillesse et que personne ne vit au crochet des autres. Le couteau est entré profondément, mais j'ai avalé ma salive et je suis resté silencieux. Ce n'était pas la première grossièreté, mais celle-ci était différente. Celle-ci avait le goût d'une rupture définitive. J'ai accepté de vivre chez lui après le départ de Simone. Mon cœur était déjà faible, ma tension chutait sans prévenir, et la maison était devenue trop grande pour moi seul. C'est lui qui m'a proposé la petite chambre du fond, disant que ce serait mieux ainsi. Mais il m'a suffi de mettre les pieds là-bas pour percevoir la gêne. Le bonjour était sec, les regards courts, les silences longs. Je mangeais après qu'ils aient mangé, je lavais ma vaisselle à part, je n'ai jamais touché à un couvert qui n'était pas le mien. Pourtant, je suis devenu un poids. Je voyais le mépris au coin de sa bouche. Tu sais, il reste caché là. Mais à un moment donné, il s'échappe. Et il s'est échappé ce matin-là. Il m'a regardé comme on regarde un inconnu et m'a parlé du loyer, comme si j'étais un locataire en retard. C'était quelque chose de si froid, si sans cœur. J'ai passé toute ma vie à faire tout mon possible pour qu'il ait au moins le minimum. Je n'ai jamais fait d'études, mais j'avais de l'honneur. J'ai travaillé comme gardien de nuit pendant plus de 20 ans, je dormais sur une chaise en métal avec une veste légère dans le froid. J'arrivais à la maison quand le soleil était déjà haut, juste pour le voir se réveiller pour aller à l'école. Je n'ai jamais laissé manquer quoi que ce soit. Cette nuit-là, après ce qu'il avait dit, je me suis allongé sur le matelas dur et je n'ai pas pu dormir. Je me souvenais de la fois où il était tombé de vélo et s'était ouvert le menton. J'avais couru comme un fou jusqu'au dispensaire, le portant dans mes bras, couvert de sang et de sable. Il me regardait avec peur, mais il avait confiance. Ses yeux ont disparu aujourd'hui, ses yeux ne me voient plus. Ils ne voient que le vieux, la gêne, les restes. Cette nuit-là, pendant qu'il ronflait dans sa chambre, j'ai pris un café amer. J'ai mis mon pantalon de travail et je suis sorti. Je suis allé au centre-ville régler ce que mon cœur me commandait. Je suis allé directement à la mairie pour demander le titre de propriété. J'avais entendu les voisins chuchoter, j'avais vu des enveloppes avec le cachet de la banque. Le document est arrivé plié avec un sceau rouge. La maison n'était pas à lui, elle appartenait à la banque. Il était endetté jusqu'au cou, hypothéqué, sur le point d'être mis aux enchères. Cela m'a fait encore plus mal. Il était sur le point de tout perdre, et pourtant il avait eu le courage de me demander un loyer. Je suis resté immobile sur le trottoir de la mairie, un papier à la main et un nœud dans la gorge. Et là, sans y réfléchir à 2 fois, j'ai pris une décision. J'ai pris l'argent de la fermette de mon frère, l'héritage qu'il m'avait laissé avant de partir, et j'ai acheté la maison. J'ai tout fait à mon nom, je n'ai rien dit à personne. J'ai attendu que les papiers soient prêts, j'ai signé calmement, j'ai respiré profondément. Quand je suis rentré à la maison, la clé pesait dans ma poche, mon cœur encore plus. J'ai attendu qu'il revienne du travail. Il était fatigué, en sueur, comme toujours. Je lui ai demandé de discuter, je lui ai montré les papiers,
J'ai expliqué la dette, l'hypothèque, tout. Je lui ai dit que maintenant la maison était à moi. Il a ri, pensant que je plaisantais. Mais quand il a vu le nouveau titre, mon nom sur le document, le cachet de la mairie, son visage s'est décomposé. Il n'a rien dit pendant quelques secondes, puis il a dit « Alors maintenant, c'est moi qui pars ». Et il est parti sans y réfléchir à deux fois. Il a claqué la porte, laissé ses vêtements dans l'armoire, n'a même pas pris son portefeuille. Il ne m'a pas regardé, n'a pas demandé pourquoi, n'a pas voulu savoir. Il a simplement disparu. Cela fait 3 ans maintenant. 3 ans. Il ne m'a jamais rappelé, jamais envoyé de message, jamais demandé si j'étais vivant, si j'avais mangé, si j'avais besoin de quelque chose. Et le plus douloureux, c'est que je n'ai pas fait cela par vengeance. Je l'ai fait parce que je ne voulais pas qu'il perde la maison. Je l'ai fait parce que malgré tout, je suis toujours son père, même s'il l'a oublié depuis longtemps. Aujourd'hui, je vis ici seul, dans la même petite chambre du fond où il m'avait installé. Parce qu'au fond, même si mon nom est sur le papier, cette maison n'a jamais été la mienne. C'est une maison vide, froide, pleine d'absence. Chaque coin me rappelle un silence, chaque mur me renvoie un écho. Parfois, j'oublie qu'il n'est plus là et je mets encore une tasse de plus pour le café. Le temps passe, mais certaines habitudes ne passent pas. J'essaie de m'occuper, de prendre soin du jardin, de balayer la cour, mais tout me rappelle lui, tout me rappelle ce que j'ai perdu et ce qu'il n'a jamais réalisé avoir. Et tu sais ce qui fait le plus mal? Ce n'est pas la solitude, c'est le mépris. C'est de savoir que tu as tout donné et que tu es quand même devenu un fardeau. C'est de savoir que le sang que tu as engendré te regarde comme un étranger. Je ne veux pas d'applaudissements, je ne veux pas de tape dans le dos, je voulais juste du respect, un minimum de gratitude, un petit geste, un merci. Mais cela n'est jamais venu. Cela ne viendra peut-être jamais. Et peut-être qu'il ne comprendra jamais ce que j'ai fait pour lui, même si un jour je ne suis plus là. Peut-être qu'alors seulement il s'en rendra compte, mais ce sera trop tard, comme c'est toujours le cas. Malgré tout, je laisse encore la porte déverrouillée, au cas où. Peut-être qu'un jour il reviendra, peut-être que l'orgueil se fatigue, peut-être que le silence pèse, peut-être qu'il se souviendra qu'avant tout, je suis son père. Et un père, c'est un père jusqu'à la fin, même si l'enfant l'oublie, même s'il ne m'appelle plus jamais père, même s'il ne me regarde plus jamais comme avant. Alors écoute jusqu'à la fin. Et si cette histoire te touche, commente d'où tu l'écoutes et abonne-toi à la chaîne. Chaque jour, il y a une histoire que tu as peut-être aussi besoin d'entendre. Une fois, j'ai vendu ma mobilette pour payer ses frais d'inscription à la fac. C'était la seule chose que j'avais à part les vêtements sur mon dos. Elle était vieille, bruyante, avec un réservoir percé et un pot d'échappement qui se détachait, mais elle était à moi, et j'étais fou de cette mobilette. C'est sur elle que j'ai emmené Simone en promenade pour la première fois. C'est sur elle que j'allais au travail, quand il n'y avait pas de bus. Mais un jour, il est venu avec un papier à la main, tremblant, disant qu'il avait passé la première phase d'admission à l'université, qu'il fallait payer la 2e étape, et que l'argent qu'il avait ne suffisait pas. J'ai regardé la mobilette, puis je l'ai regardée, et je l'ai vendue. Je n'ai pas protesté ni hésité. Le jour même, j'ai emmené la mobilette chez un collègue de travail qui voulait l'acheter depuis longtemps. J'ai pris l'argent, j'ai remarqué qu'il était heureux, excité. Il m'a juste dit « Je te promets que je te le rendrai, papa ». Mais il ne l'a jamais fait. Je suis rentré à la maison à pied. Cela m'a pris plus d'1 heure. Je suis arrivé avec les jambes douloureuses, mais le cœur plein. Je pensais que ce serait un nouveau départ pour lui, que sa vie changerait, qu'il deviendrait quelqu'un. Et il l'est devenu. Il a obtenu son diplôme, a trouvé un bon emploi, a acheté une voiture, un appartement, mais il n'a jamais parlé de la mobilette, il ne s'est jamais souvenu du sacrifice. Cette histoire, personne ne la connaît, ni ses amis, ni sa femme, juste moi. Et pourtant, chaque fois que je le voyais passer en voiture neuve, avec la climatisation, la musique forte, je me souvenais de la vieille mobilette et j'avais une douleur dans la poitrine. Pas de colère, mais de nostalgie pour tout ce que j'ai fait en silence.
Parce qu'on le fait, n'est-ce pas? Un père le fait, une mère le fait, et on ne reçoit presque jamais de reconnaissance. Je n'ai jamais voulu de médaille, ni de félicitations. Je voulais juste qu'ils se souviennent, qu'un jour ils regardent en arrière et disent « Je sais ce que tu as fait pour moi ». Mais il ne l'a pas dit, il n'a pas regardé en arrière. Après avoir obtenu son diplôme, il a déménagé dans une autre ville. Il a mis du temps à me donner des nouvelles. Parfois, il appelait, mais c'était toujours très rapide. « Salut papa, ça va, je ne peux pas parler longtemps, bisous. » Et il raccrochait. Je comprenais, la jeunesse, l'agitation, la tête pleine. Mais la nuit, quand Simone dormait, je restais assis sur la terrasse à écouter le vent et à me demander s'il se souvenait encore de moi. Si ce petit garçon que je portais sur mon dos pour traverser les flaques d'eau vivait encore en lui, ou si le succès avait effacé le passé. J'essayais de ne pas trop y penser, mais notre esprit ne pardonne pas. Et le temps a passé. Il est venu me rendre visite seulement le jour où Simone est morte. Il est arrivé en retard à l'enterrement et est resté 5 minutes en costume cravate, n'a même pas pleuré. A dit qu'il avait une réunion à laquelle il ne pouvait pas manquer. Je l'ai regardé partir comme on regarde un étranger s'en aller. J'ai enterré ma femme seule, avec 2 voisins et un vieil ami du travail. Et il est parti. Et même ce jour-là, je pensais encore à lui, je m'inquiétais, je voulais savoir s'il mangeait bien, si quelqu'un prenait soin de lui. Parce que c'est comme ça qu'on est, on aime même ceux qui nous oublient. Après cela, le silence a grandi, les appels téléphoniques ont complètement cessé. J'ai essayé d'envoyer des messages sur son portable, mais il ne répondait jamais. Parfois, j'appelais et ça tombait sur la messagerie. Une fois, j'ai même demandé à un voisin d'envoyer un message vocal de mon numéro pour voir s'il le lisait, mais rien. L'indifférence est devenue routine. Et puis quand j'ai eu besoin d'un endroit où rester parce que j'étais seul, vieux, avec un cœur défaillant, c'est lui qui a dit « Viens ici, papa, la maison a de la place ». J'ai cru que c'était de l'attention, mais ce n'était qu'une façade. Il voulait juste remplir ce qu'il pensait être son rôle de fils. Et pourtant, j'y suis allé. J'ai emporté seulement une valise de vêtements, mon dossier de documents et une boîte de souvenirs. Dans cette boîte se trouvait le reçu de la vente de la mobilette. Il est encore là aujourd'hui, sous quelques vieilles photos de lui, petit, avec un genou écorché et un sourire édenté. Parfois, j'ouvre cette boîte juste pour me rappeler que je n'ai pas rêvé, que j'ai vraiment vécu tout cela, que j'ai vraiment été un père, que j'ai tout donné, que j'ai aimé sans rien attendre en retour. Ou peut-être en attendant juste un peu, un minimum, une reconnaissance, une étreinte, un merci. Mais parfois, même cela, la vie ne nous le rend pas. Et aujourd'hui, je suis ici, au même endroit que toujours, assis sur ce canapé usé, avec la télévision allumée juste pour faire du bruit, parce que le silence fait mal, parce que l'absence pèse. La maison est à moi, disent les papiers. Mais elle n'a pas d'odeur de foyer, pas de voix, pas de vie. Parfois, j'entends le bruit du portail, et je pense que c'est lui. Mais ce n'est jamais lui. C'est juste le vent, ou le voisin, ou mon esprit qui veut inventer de l'espoir là où il n'y en a plus. Le temps nous apprend à accepter, mais il ne nous apprend pas à oublier, ni à guérir le trou qu'un fils laisse quand il tourne le dos. Je te jure, parfois je pense à l'appeler à nouveau, je pense à écrire une lettre, un message, n'importe quoi. Mais alors, je me souviens de la dernière fois que j'ai essayé et de la réponse froide. Je me souviens de son regard, comme celui qu'on porte sur n'importe quel vieillard, comme si on ne voyait pas le sang, comme si on n'avait plus aucun lien. Et alors je m'arrête, je respire et je pense que c'est peut-être ça. Peut-être que la mission d'être père est de planter et de ne jamais récolter. Peut-être est-ce d'aimer et de ne jamais entendre en retour. Peut-être est-ce d'accepter que certaines histoires n'ont pas de fin heureuse, seulement la vérité. Et celle-ci n'est que cela, la vérité. Et pourtant, je continue, parce qu'au fond, il y a encore quelque chose en moi qui ne s'est pas brisé. Quelque chose qui me fait m'asseoir ici et raconter tout cela, qui me fait partager mon histoire avec ceux qui ne l'ont peut-être jamais vécue, mais qui ressentent la même chose. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise dans cette vie, c'est qu'une douleur partagée ne pèse pas moins, mais elle résonne.
Et parfois, juste en résonnant dans la poitrine de quelqu'un d'autre, elle console un peu. L'autre jour, j'ai nettoyé l'armoire du fond, celle que personne n'ouvre, qui est là près du lavoir, un peu cachée, toute rouillée. Cela faisait longtemps que je n'y touchais plus, mais j'ai eu une envie soudaine, je ne sais pas pourquoi, et j'ai décidé de la ranger. À l'intérieur, il y avait une boîte à outils, quelques vieux vêtements, et au fond, sous un sac de vieux journaux, il y avait le sac à dos de mon fils, le même que celui de l'école, bleu foncé, avec un petit porte-clés décoloré accroché à la fermeture éclair. Quand j'ai vu cela, mon cœur s'est arrêté une seconde, parce que cela faisait des années que je ne me souvenais même plus de l'existence de ce sac à dos. Et il était là, plein de poussière, plein de choses qu'il n'a plus jamais touchées. Je l'ai ouvert lentement, avec la peur de casser la fermeture éclair après tant de temps. À l'intérieur, il y avait un cahier, une feuille griffonnée, une photo de nous dans un petit square, et un mot. Un papier plié avec son écriture, encore un peu tordue de quand il était gamin. Il était écrit « Papa, je vais réussir l'examen et t'acheter une maison pour que tu n'aies plus jamais besoin de travailler. » J'ai lu cela 4 ou 5 fois, l'écriture tremblante, le trait incertain, mais la promesse si belle, si pure. Cela m'a démoli. Je me suis assis par terre, avec le sac à dos sur mes genoux, et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme un enfant, parce que là, sur ce morceau de papier, se trouvait le fils que j'ai perdu et que je n'ai jamais su quand. Je suis resté là un moment, je ne sais pas combien de temps. Le soleil était déjà en train de disparaître quand je m'en suis rendu compte. Et pendant que je tenais ce mot, je ne pouvais penser qu'à une chose. À quel moment a-t-il cessé d'être ce garçon ? À quel moment a-t-il cessé de me voir comme quelqu'un de digne, comme quelqu'un qui méritait une maison sans travail, comme il l'avait écrit? Peut-être que cela s'est fait lentement, peut-être que la vie lui a arraché cela peu à peu, mais quelque chose s'est brisé en chemin. Parce que l'homme qui m'a demandé de payer un loyer n'est pas le même garçon qui a écrit ce mot. Et cela m'a déchiré à l'intérieur d'une manière que même la solitude ne peut pas déchirer. Je me suis souvenu de tout à ce moment-là, de nous allant à l'école ensemble, moi avec mon pantalon élimé et ma chemise à boutons, lui avec son uniforme repassé par sa mère. Nous partagions un pain en chemin, je le laissais à la porte et je restais à attendre de l'autre côté de la rue juste pour le voir entrer. J'étais fier, une fierté simple de père ordinaire. Je ne connaissais pas les bons mots. Je ne savais pas enseigner les mathématiques ni ces choses difficiles, mais j'étais là tous les jours, présent, constant. Et pourtant, cela semble ne pas avoir suffi. Il semble que son monde s'est rempli d'autres voix, d'autres idées, et que la mienne est restée en arrière. Peut-être ai-je eu tort de ne pas parler, de ne pas exiger, de ne pas lui rappeler tout ce que j'ai fait. J'ai beaucoup avalé. J'ai été le genre de père qui pensait que l'amour se montrait par le silence, que prendre soin c'était se taire, que la présence valait plus que le discours. Mais aujourd'hui, je vois que parfois, celui qui se tait perd aussi. Il perd sa place dans le cœur des autres. Et peut-être ai-je été oublié à cause de cela, parce que je n'ai jamais frappé du poing sur la table, je n'ai jamais rien réclamé en retour, je n'ai jamais dit « Fils, regarde-moi ». J'ai juste continué à être là, à aimer, à attendre, et maintenant juste à me souvenir. J'ai remis le mot dans le sac, mais maintenant il est avec moi. Je ne vais plus le laisser cacher. C'est tout ce qu'il me reste de lui, à part les douleurs. Parfois, je le lis avant de dormir, pour voir si cette promesse me console, pour voir si ce garçon existe encore quelque part à l'intérieur de l'homme qu'il est devenu. Parce que s'il existe, peut-être qu'un jour il se souviendra, peut-être qu'un jour il reviendra, peut-être qu'il cherchera ce vieux sac à dos, et peut-être, juste peut-être, qu'il ressentira ce que j'ai ressenti quand je l'ai trouvé, parce qu'il y a des douleurs que seul un père peut comprendre. Seul quelqu'un qui s'est donné entièrement et qui n'a pas été vu, quelqu'un qui a porté dans ses bras et qui a été oublié debout. Aujourd'hui, quand je passe devant l'armoire, je la regarde différemment. Elle est devenue presque un autel, un coin sacré de ce qui reste de ma paternité. Il n'y a pas de photo de remise de diplôme, ni de trophée. Il y a juste ce qui compte, un gribouillis sincère d'une époque où j'étais encore tout pour lui.
Et cela en dit beaucoup, cela pèse beaucoup. C'est peu dans le monde, mais c'est tout pour moi. Parce que l'amour d'un père supporte l'absence, mais n'oublie pas le temps où il était nécessaire. La douleur n'est pas d'être laissé, la douleur est de savoir que vous avez déjà été aimé et que maintenant, vous n'êtes plus que du passé. Je n'ai jamais raconté ça à personne, pas même à Simone à l'époque. J'ai gardé ça pour moi, parce qu'il y a des humiliations qu'on ne peut pas partager, parce qu'il y a des choses qui, même quand elles passent, restent coincées à l'intérieur, faisant du bruit. C'était un jour ordinaire, dans une petite épicerie près de chez moi. J'étais allé acheter du riz et de la lessive en poudre. Pas grand-chose. Mais quand je suis passé à la caisse, ma carte n'a pas fonctionné. 3 fois. La demoiselle a essayé d'aider, a essayé de sourire, mais il y avait des gens derrière et le type qui était dans la file a soufflé, a dit tout haut, les retraités, ça ralentit tout. J'aurais voulu disparaître. J'ai juste fait un petit sourire tordu, j'ai fait semblant de ne pas entendre, et j'ai dit que je reviendrai plus tard. J'ai laissé les choses sur le comptoir, et je suis parti. Le pire n'était même pas que la carte ait été refusée, c'était la façon dont ils m'ont regardé, comme on regarde quelqu'un d'inutile, comme si je demandais l'aumône. Et je n'ai même pas demandé, j'ai juste voulu payer ce qui était à moi. Mais là, dans cette file, j'ai réalisé, on vieillit, et le monde commence à nous pousser dehors. Personne n'a plus de patience, personne ne veut écouter, personne ne demande si vous allez bien. J'ai marché jusqu'à la maison, l'estomac vide et l'âme déchirée. Je suis arrivé et je suis allé directement dans ma chambre. Je n'ai même pas allumé la lumière. Je me suis assis au bord du lit et j'ai regardé le sol. C'était juste un petit épisode, mais ça faisait mal comme un coup. Ce n'était pas seulement la carte refusée. C'était ce que cela signifiait, la sensation que je ne faisais plus partie, que personne ne me voyait, ni à la caisse de l'épicerie, ni dans ma propre maison. Tout était silence, et pire, un silence plein de choses, d'absence, de mépris, de souvenirs. Parce que quand on est jeune, tout le monde vous appelle, vous écoute, vous attend. Mais après, vous devenez juste le vieux qui ralentit la file. Le lendemain, j'y suis retourné, j'y suis allé avec de l'argent dans ma poche, en espèces. La même caissière était là, et quand elle m'a vu, elle m'a donné un sourire triste. Je crois qu'elle a compris. Elle n'a rien dit, elle a juste passé les produits et m'a souhaité une bonne journée. J'ai remercié, j'ai baissé la tête et je suis parti. Mais depuis, je n'ai plus jamais pu entrer dans cette épicerie de la même façon. Chaque fois que je pousse ce chariot, j'ai un pincement. Comme si chaque pas à l'intérieur était un rappel que le temps passe pour tous. Mais pour le vieux, il pèse différemment. Parce qu'en plus du corps, il porte le souvenir de ne plus être nécessaire. C'est là que j'ai commencé à remarquer d'autres choses. À la banque, l'employé me parlait trop fort, comme si vieillesse était synonyme de surdité. Dans le bus, personne ne m'offrait plus de place. Et quand je parlais à quelqu'un, je devais répéter 2, 3 fois pour qu'on m'entende. Je me suis demandé, est-ce ainsi que tout se termine? On commence comme un enfant chéri, puis on devient un père présent, et à la fin il reste ça. Une ombre dans le couloir, une voix que personne n'écoute, un corps qui ne fait que déranger les autres. La sensation de disparaître de son vivant est la pire qui soit. C'est comme être un fantôme sans être mort. Et à la maison, ce n'était pas différent. Quand je vivais encore avec mon fils, je remarquais que personne ne m'écoutait vraiment. Je parlais pendant le déjeuner, mais mes paroles se perdaient entre le son de la télévision et le bruit de la fourchette sur l'assiette. Parfois, je donnais une opinion et il me coupait au milieu, comme si je ne savais plus rien, comme si le temps avait emporté mon utilité. J'étais juste le vieux de la petite chambre du fond. Et ça fait plus mal que n'importe quelle maladie, parce qu'il n'y a pas de remède, pas d'opération, pas de guérison, juste le silence. Depuis que je vis ici seul, les choses n'ont fait qu'empirer. Non pas à cause de l'espace lui-même, mais à cause du manque, de l'absence d'être nécessaire à quelqu'un. On passe tant de temps à lutter, à servir, à prendre soin, que quand ça disparaît, on se retrouve sans fonction. Je nettoie la maison, je balaie la cour, je passe la serpillière, mais tout cela n'est que mouvement. Il n'y a personne pour voir,
personne pour remarquer. L'autre jour, j'ai balayé le sol 3 fois dans la même journée, non pas parce qu'il était sale, mais parce que c'était le seul bruit qui me rappelait que j'existais encore là-dedans, qu'il y avait encore quelqu'un de vivant entre ces murs. Parfois, quand j'entends le bruit d'une voiture dans la rue, je pense que c'est quelqu'un qui vient me rendre visite. Un ami, un parent, mon fils lui-même. Mais ce n'est jamais le cas. La sonnette ne sonne presque jamais, le téléphone encore moins. Et la télévision, qui avant servait à me distraire, ressemble maintenant plus à du bruit qu'à de la compagnie. Je me promène dans la maison et je me parle à moi-même. Je demande où j'ai mis les choses, juste pour entendre ma voix. Et quand je me surprends à parler tout seul, je me souviens de ce jour à l'épicerie. Je me souviens de la file, du regard de la caissière, du sac à dos vide sur mon dos, de l'invisibilité. Parce que quand on s'habitue à ne pas être vu, on commence à faire semblant de ne pas sentir. Et je sens tout. Le manque du bruit de la maison pleine, de Simone qui riait dans la cuisine, du fils qui rentrait de l'école. Le manque même des disputes, des discussions, parce qu'au moins là, j'étais quelqu'un. Aujourd'hui, plus rien de ça. Aujourd'hui, je suis silence, je suis reste. Mais je porte tout avec moi. Je ne le raconte à personne, parce que raconter ce qu'on ressent quand plus personne ne s'en soucie, c'est aussi une façon de se faire mal. J'ai mis longtemps à décider d'écrire, parce que ce n'est pas facile d'avaler sa propre fierté, surtout quand le silence de l'autre est devenu une demeure. Mais il y a eu une nuit où ma poitrine s'est serrée différemment. J'étais allongé, la maison toute sombre, et j'ai eu le manque de sa voix. Pas celle d'aujourd'hui, sèche, âpre, mais celle d'avant, celle qui m'appelait papa avec tendresse. Je regardais le plafond et soudain une pensée m'est venue. Et si je partais demain? Et si ce silence devenait définitif? J'ai pris une vieille feuille de papier, je me suis assis dans la cuisine et j'ai commencé à écrire. Ma main tremblait, les mots venaient douloureux. Je n'ai pas écrit pour réclamer quoi que ce soit. Je n'ai pas parlé de la maison, ni du jour où il est parti. J'ai parlé de son enfance, de la première fois qu'il a fait du vélo sans petite roue, de la fois où il a eu une forte fièvre et où je suis resté assis toute la nuit au bord du lit. J'ai raconté le sac à dos que j'avais trouvé, le mot gardé, le manque que j'avais de lui. Je n'ai pas demandé pardon, parce que je n'ai rien fait dont je devrais avoir honte, mais j'ai demandé qu'il m'écoute, si c'était possible. Juste ça. Une lettre simple, de père à fils. Pas avec colère, avec amour. Ces amours qui résistent, même après tout. Le lendemain, je suis allé à la poste. J'ai mis l'enveloppe sur le comptoir, comme quelqu'un qui livre un morceau de sa propre poitrine. J'ai écrit l'adresse correctement, celle de sa nouvelle maison. Je savais où c'était, même si je n'y avais jamais été invité. J'ai mis du temps à partir de là. L'employé m'a demandé si je voulais un suivi. J'ai dit que non. S'il voulait répondre, il répondrait. Sinon, c'était comme ça. Je suis rentré en marchant lentement. Le monde semblait plus lourd ce jour-là. Chaque pas était plein de souvenirs. Chaque coin avait un morceau de notre histoire. Mais j'ai été jusqu'au bout, parce que c'était tout ce qui restait. Un dernier geste, une dernière tentative d'allumer quelque chose. 2 semaines ont passé, et rien. Pas de lettre en retour, pas de message, pas d'appel. J'ai commencé à penser qu'il ne l'avait pas reçu, qu'il avait déménagé, mais au fond, je savais, il l'avait reçu, il l'avait lu, et il avait choisi le silence. Jusqu'à ce qu'un jour, en fin d'après-midi, le téléphone sonne. C'était lui. La voix ferme, distante, trop polie, comme quelqu'un qui parle à une vieille connaissance lointaine. « J'ai reçu ta lettre, papa. Merci pour les mots. Je suis content que tu ailles bien. » C'est tout. Il n'a rien demandé, ne s'est pas ému, n'a pas parlé du sac à dos, ni du mot. Ce fut une conversation de 2 minutes, et à la fin, il a dit « J'espère que tu es en paix. Prends soin de toi. » Quand j'ai raccroché, je suis resté un moment avec le téléphone à la main. Le monde autour semblait muet, et moi, vide. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je suis juste resté là, immobile. Parce qu'il y a des douleurs pour lesquelles même les larmes ne sortent pas. Ce qui m'a blessé, ce n'était pas sa froideur, c'était la certitude que c'était la réponse définitive.
Cet appel était sa façon de dire que c'était fini. Pas avec des mots durs, mais avec l'absence d'affection. Comme quelqu'un qui ferme une porte poliment, mais qui la ferme quand même. J'ai compris, et je crois que ça a fait plus mal ainsi. S'il avait crié, s'était disputé, m'avait blâmé pour quelque chose, peut-être que ça aurait fait moins mal. Mais il a juste été indifférent. Cette nuit-là, j'ai relu la lettre que j'avais écrite, mot à mot. J'ai essayé de comprendre ce que j'aurais pu dire de mal, mais je n'ai rien trouvé. La douleur n'était pas dans ce que j'avais écrit, elle était dans ce qu'il ne voulait pas ressentir. Elle était dans le mur qu'il avait érigé entre nous, un mur haut, glacé, que même l'amour d'un père ne peut traverser. Et c'est là que je me suis rendu compte. Parfois, l'amour ne suffit pas. Parfois, on aime, et pourtant, on perd quand même, on reste quand même dehors. Même en ayant tout fait correctement, ou presque tout, même en ayant donné toute sa vie. Et c'est difficile à accepter. Depuis, je n'ai plus écrit, ni appelé, ni envoyé de message par quelqu'un. Parce que maintenant j'ai compris que certaines portes, une fois fermées, ne s'ouvrent plus. Non par méchanceté, mais par choix. Et j'ai choisi de ne pas supplier. Non pas parce que j'ai cessé d'aimer, mais parce qu'aimer, c'est aussi savoir s'arrêter. Et je me suis arrêté. J'ai gardé la lettre et le souvenir de cet appel court. Le son de sa voix résonne encore de temps en temps, mais maintenant j'essaie de le laisser passer. Parce qu'insister auprès de quelqu'un qui a choisi de partir ne fait qu'agrandir le trou en soi. Et le mien est déjà assez grand. Il était près de 3 heures du matin. La maison entière dans le noir, seulement le bruit de l'horloge de la cuisine qui marquait les secondes. Je n'arrivais pas à dormir, il y avait quelque chose qui me serrait la poitrine, comme si un manque lourd était monté le long des côtes et s'était arrêté là. Je me suis levé du lit sans allumer la lumière, j'ai marché doucement jusqu'au salon, j'ai tiré la chaise du bout de la table et je me suis assis. Je suis resté là à regarder dans le vide. Le silence était si grand qu'on pouvait entendre mon cœur battre. Et puis, comme quelqu'un qui fait quelque chose qu'il ne contrôle pas, j'ai parlé à voix haute. J'ai dit « Oh Simone, si tu m'entends encore, dis-moi où est-ce qu'on s'est trompé avec lui ?» J'ai mis du temps à réaliser que je parlais tout seul, ou peut-être pas, parce qu'à cet instant, il semblait vraiment qu'elle était là, assise sur la chaise en face, avec ce calme habituel, les bras croisés et un torchon sur l'épaule. J'ai continué, j'ai parlé de tout, de la lettre que j'avais écrite, de l'appel froid que j'avais reçu, du vieux sac à dos que j'avais trouvé. J'ai dit que j'étais fatigué d'essayer, que son silence me faisait plus mal que n'importe quelle maladie. J'ai dit que je me souvenais encore de l'odeur de ses cheveux quand elle se réveillait tôt. J'ai dit que le manque était un compagnon trop présent à mon goût et que le monde était devenu bien trop grand sans elle. J'ai parlé des nuits où je me réveille effrayé et cherche sa main à côté du lit et il n'y a plus rien, juste le vide. J'ai parlé du café que j'ai appris à faire comme elle l'aimait, même si maintenant je suis le seul à le boire. J'ai parlé des vêtements que je garde encore pliés, même en sachant qu'ils ne seront plus jamais portés. J'ai parlé du son de son rire qui résonne encore sur la terrasse quand le vent souffle fort. Et puis j'ai demandé à nouveau, où est-ce qu'on s'est trompé avec notre fils? Est-ce qu'on n'a pas tout donné? Est-ce qu'on n'a pas fait de notre mieux? Est-ce qu'on n'a pas renoncé à des rêves, du temps, du repos? Simone était la raison de l'équilibre dans cette maison. Quand je durcissais, elle adoucissait. Quand je me taisais, elle parlait. Et quand il se disputait avec moi, c'est elle qui nous recousait ensemble. Elle qui lui faisait me voir à nouveau. Après son départ, c'était comme si le fil qui nous reliait s'était rompu, et je n'ai pas su recoudre seul. Je me suis perdu dans les gestes, dans le temps, dans les mots que je ne sais pas dire. Peut-être suis-je devenu ce vieux fermé, dur, qu'il a appris à ignorer. Peut-être ai-je eu tort en essayant de trop bien faire. Peut-être que l'amour en excès fait aussi fuir. J'ai continué à lui parler, même sans réponse. Ou peut-être que la réponse était là, dans le silence de l'aube. Parfois, la solitude répond plus que les paroles des autres. Je lui ai dit que je me sens comme un étranger dans ma propre histoire, que parfois je me regarde dans le miroir et ne me reconnais plus, que j'oublie les choses, que les noms s'échappent de ma tête, que mes jambes me font mal pour rien et que le monde va trop vite pour mon pas.
Je lui ai dit que le banc du square est toujours vide, que les voisins ont changé, que la rue n'a plus l'odeur du pain chaud, que la vie a perdu son goût après son départ. Je lui ai aussi parlé de ma peur de mourir ainsi, dans le silence, sans personne pour me tenir la main, sans personne pour se souvenir de mon nom complet, sans personne pour garder un bon souvenir de moi. Je sais que personne ne reste pour toujours, mais il y a des gens qui partent de leur vivant, qui deviennent des souvenirs alors qu'ils respirent encore. Et ça, c'est la mort la plus lente qui existe. Rester à attendre d'être rappelé en sachant que ça n'arrivera pas. Espérer un geste, une visite, une lettre, et savoir qu'elle ne viendra jamais. J'ai dit tout ça à voix haute, comme si elle allait répondre à tout moment. Je suis resté là plus d'1 heure, à regarder le coin vide de la table où elle avait l'habitude de laisser sa tasse. J'ai senti l'odeur du café qui n'existe plus. Je me suis souvenu de quand elle m'appelait mon vieux, avec ce rire fatigué et plein d'amour. Je me suis souvenu de la dernière fois qu'elle m'a pris dans ses bras. C'était un jour froid, et elle m'a couvert sans que je le demande. Ce geste est resté gravé, parce que depuis, personne ne m'a plus couvert, personne ne m'a plus regardé de cette façon. Elle seule savait me voir quand je me taisais, elle seule comprenait ce que je cachais dans mes yeux, et elle seule aurait su quoi faire avec ce fils devenu absence. Après un temps, le sommeil est venu, non pas parce que la douleur est passée, mais parce que la fatigue a gagné. Je suis allé au lit lentement, sentant mon corps douloureux, mais d'une certaine façon mon cœur était un peu plus léger. Parce qu'il y a des douleurs qui ne guérissent pas, mais qui s'apaisent quand on trouve un moyen de les dire. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que quelqu'un m'écoutait vraiment, même si ce n'était qu'un souvenir, même si ce n'était qu'un écho de Simone en moi. La semaine dernière, en fin d'après-midi, la sonnette a retenti. J'ai été surpris. Ici, personne ne vient. Il y a des jours où même les oiseaux n'osent pas se poser sur le mur. Je me suis levé lentement, sans hâte, pensant que c'était une erreur ou un vendeur. Quand j'ai ouvert le portail, j'ai presque eu du mal à le reconnaître. C'était Jean, mon ami des temps du poste de garde. On avait travaillé ensemble presque 15 ans, le service de nuit, à surveiller cet entrepôt plein de vieilles choses. Quand il m'a vu, il a ouvert un large sourire. « Je croyais que t'étais déjà mort, espèce de salaud », a-t-il dit en riant. Et j'ai ri aussi, un rire qui ne venait pas depuis longtemps. On s'est embrassés, c'était étrange. Son corps était plus maigre, ses yeux creux, ses cheveux tout blancs. Mais c'était lui, et rien que d'entendre mon histoire par mon ancien nom, Antoine, je me suis déjà senti moins vieux. Il est entré, a enlevé sa casquette, s'est assis sur la chaise de la cuisine et a regardé autour de lui. « Elle est bien, la maison, hein ?» Je n'ai rien dit. J'ai juste mis de l'eau à chauffer, fait un café simple, et on est resté là à se souvenir. On a parlé des nuits froides, des frayeurs avec les rats, de la nourriture partagée dans la petite gamelle. Et à un moment, il a dit « Tu sais, je suis venu ici uniquement parce que j'ai rêvé de toi. Dans le rêve, tu étais assis tout seul, avec un regard perdu. » J'ai eu froid à l'intérieur. Il ne savait rien de tout ça, rien de mon fils, de la lettre, de l'absence, de Simone, rien. Et pourtant, il est venu, il a apporté avec lui une partie de ma vie que j'avais laissée enfouie au fond de ma mémoire. Et cela m'a ébranlé plus que la visite elle-même, parce que parfois on oublie qu'on a déjà été important pour quelqu'un, qu'on a déjà été rappelé avec affection. Il a dit qu'il était un peu malade, que les médecins ne trouvent pas ce que c'est, et qu'il a décidé de chercher ses vieux amis avant qu'il ne soit trop tard. Il a parlé, et j'ai compris parce que je vis aussi avec cette sensation d'urgence. Il m'a demandé des nouvelles de mon fils. J'ai menti. J'ai dit que tout allait bien, qu'il était occupé, qu'il travaillait beaucoup. Jean m'a regardé avec une pitié déguisée. Je crois qu'il a senti. Un vieux reconnaît la douleur des autres sans avoir besoin d'explication. Il a changé de sujet. Il a commencé à parler de Madame Lucie, sa femme, qui supporte encore fermement ses ronchonnements, et il a raconté que sa petite fille la plus jeune est née il y a peu de temps. Quand il a parlé de petite fille, ma gorge s'est nouée.
J'ai eu envie de demander comment elle était, si elle l'appelait papy avec joie, si elle s'asseyait sur ses genoux, si elle faisait des dessins, mais je n'ai pas demandé, je suis juste resté à écouter. Après un moment, il s'est levé, a regardé à nouveau la maison et a dit « Tu as bien fait ici, tout est debout, c'est propre, c'est digne. » Et je n'ai pas su quoi répondre, parce qu'il a vu quelque chose que même moi je ne vois plus. Je ne vois que le vide, le silence, mais lui a vu la dignité. Et cela m'a touché. Avant de partir, il a posé sa main sur mon épaule et a dit « Tu étais l'homme le plus correct que j'ai connu. Tu travaillais comme une bête, mais toujours en souriant. Tu n'as jamais oublié l'anniversaire de mon gamin. Tu n'imagines pas à quel point je te respectais à cette époque. » Quand il est parti, j'ai fermé le portail d'une main tremblante, non pas de fatigue mais d'émotion. Cet homme que je ne voyais plus depuis des années a traversé la ville pour me rappeler qui j'étais, m'a ramené un morceau de moi que j'avais enterré. Cela n'a pas guéri les blessures, mais ça a apporté du soulagement, comme quelqu'un qui souffle sur une plaie. Je me suis demandé, est-ce ainsi qu'on se sauve ? Un petit morceau à la fois, un bon souvenir, une visite inattendue, une phrase sincère, parce que si c'est le cas, alors ce jour-là m'a sauvé un peu, même si le reste de la vie continue à faire mal. Plus tard, quand je suis allé me coucher, je me suis souvenu de quelque chose qu'il avait dit là-bas, au poste, il y a de nombreuses années. C'était une nuit difficile, pluvieuse, et j'étais fatigué, sans entrain. Il m'avait regardé et m'avait dit « Tu as une lumière, Antoine. Tu soutiens les autres sans t'en rendre compte. » J'avais oublié cela, oublié qu'un jour quelqu'un m'avait vu comme un soutien, comme une force, comme un miroir. Aujourd'hui, je me sens juste comme une ombre de ce que j'étais. Mais peut-être, juste peut-être, qu'il reste encore un peu de cette lumière allumée. Même si elle est faible, même si elle ne brille que dans le souvenir des autres, c'est quand même quelque chose. La douleur est venue au milieu de la nuit. Elle a commencé légère, une pointe au milieu de la poitrine, et a grandi lentement, comme si quelque chose à l'intérieur de moi se resserrait peu à peu. Je me suis assis sur le lit. J'ai essayé de respirer profondément. Ça n'est pas passé. J'ai senti mon bras s'engourdir, la sueur froide couler sur mon front. À ce moment-là, j'ai pensé « c'est maintenant ». Je suis allé dans la cuisine en titubant, j'ai bu un verre d'eau, je me suis appuyé contre l'évier et je suis resté là, immobile. La douleur n'a pas empiré, mais elle n'est pas partie non plus. C'était comme un avertissement, un murmure du corps, me disant que son temps était en train de s'achever. Et moi, seul au milieu de l'obscurité, j'ai juste répété doucement « Simone, attends-moi ». Je n'ai appelé personne, ni voisin, ni ambulance. Je savais que si c'était vraiment grave, je me serais déjà évanoui là. Comme ce n'était pas le cas, j'ai décidé d'aller à l'hôpital à pied. C'était à environ 4 pâtés de maison. J'y suis allé lentement, la main sur la poitrine, le cœur en saccade, comme quelqu'un qui porte une caisse de souvenirs sur le dos. Quand je suis arrivé, le réceptionniste m'a regardé comme si j'étais juste un de plus. « Asseyez-vous là et attendez. » Je me suis assis. Il y avait un enfant avec de la fièvre, un jeune homme aux bras bandés et une jeune femme qui se tordait de douleur. J'ai attendu 1h30 avant qu'on m'appelle. Quand je suis entré, le médecin a à peine levé les yeux de son bloc-notes. Douleur thoracique, tension, non complet, c'est tout. Ils ont fait un examen, mesuré ma tension, mis des fils sur ma poitrine. Ils ont dit que ce n'était pas une crise cardiaque, mais que je devais mieux prendre soin de ma santé. Vous avez déjà un certain âge, n'est-ce pas? C'était peut-être juste de l'anxiété, monsieur Antoine, mais nous allons vous garder en observation quelques heures. Je suis resté allongé sur un brancard, dans un coin froid, avec un rideau à moitié déchiré, séparant mon espace de celui d'un autre monsieur qui dormait. Je suis resté à regarder le plafond blanc, plein de traces de moisissure, et j'ai pensé, est-ce que ça se termine comme ça? Sans personne à côté, sans une main tenant la vôtre, sans même savoir si quelqu'un ressentirait votre absence.
Je suis resté là jusqu'à presque 7 heures du matin. Ils m'ont libéré avec une ordonnance et un papier disant que c'était un événement cardiaque léger. Je suis sorti avec le papier froissé dans ma poche. La rue était déjà claire, le mouvement commençait, les gens pressés allant au travail, et moi, revenant à la maison, le corps mou et l'âme encore plus. J'ai marché lentement, essayant de comprendre ce que tout cela voulait me dire. Et au fond, la réponse était simple. On vieillit en pensant qu'on s'en va peu à peu, mais parfois c'est d'un coup, dans une peur, dans un silence, et personne ne le sait. Personne ne dit au revoir. Personne ne remarque. Quand je suis entré chez moi, j'ai laissé tomber la clé par terre. Pas par accident, mais par colère contre moi, contre la vie, contre l'absence. J'aurais pu mourir sur ce brancard, et mon fils ne l'aurait su que des semaines plus tard, quand quelqu'un l'aurait appelé. Et si personne n'appelait, ce serait juste un vieux solitaire qui a disparu. La maison serait cambriolée, les meubles emportés, les souvenirs oubliés. Je suis resté assis par terre un moment, pensant à tout ce qui était encore là-dedans. Et puis, j'ai regardé vers le coin du salon où se trouvait le coffre de Simone, un vieux coffre avec une poignée cassée. À l'intérieur, nos albums, ses lettres, le certificat de mariage, et un petit coffre-fort en métal. J'ai ouvert le coffre-fort avec la clé que je portais au cou. À l'intérieur, 2 choses, mon alliance et une montre de poche. La montre était celle de mon père. Il me l'avait donnée le jour de mes 18 ans. Tout homme a besoin de quelque chose qui marque son temps, avait-il dit. Je n'avais jamais vraiment compris cela. Mais à ce moment, tenant cette montre froide dans ma main, j'ai compris. C'était ça. Je marquais la fin de mon temps. Et la question qui m'a déchiré était « Qu'est-ce qui reste de moi ? Qu'est-ce qui resterait à part un papier jauni indiquant mon nom complet ?» J'ai pensé à écrire un autre mot, un testament émotionnel peut-être, quelque chose à laisser dans le coffre. Mais les mots ne sont pas venus parce que je ne savais pas à qui écrire. Il n'y avait personne pour hériter de mes souvenirs ni de mon silence. Le fils absent, les amis lointains, les voisins trop distraits pour remarquer. J'étais juste un homme avec une clé au cou et une montre arrêtée dans les mains. J'ai voulu donner la montre, j'ai pensé à la porter à l'horlogerie du centre et demander de la donner à quelqu'un qui en avait besoin. Mais au moment de sortir, j'ai fermé la main, je n'ai pas pu. Parce que s'il y a une chose qui est encore à moi, c'est le temps que j'ai porté seul. J'ai passé le reste de la journée tranquille. Je n'ai appelé personne, je n'ai rien raconté à personne, je n'ai laissé aucun signe que quelque chose s'était produit. Je suis retourné à la routine, mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait changé. Parce qu'après avoir regardé sa propre finitude en face, plus rien n'a le même goût. Ni le café, ni le soleil du matin, ni le son de la vieille radio. Tout prend une odeur d'adieu. La vie commence à ressembler à un écho, et on veut juste que quelqu'un, quelque part, entende cet écho et dise « Je me souviens de toi ». Je me souvenais de quand j'étais jeune, fort, bras ferme, dos droit, pas large. Simone disait que je marchais comme quelqu'un qui n'avait peur de rien. Et c'était vrai, j'affrontais tout. Mais maintenant, je marche courbé. Mes pieds traînent, ma respiration demande du temps. Le miroir montre un homme que je ne reconnais presque plus. Mais à l'intérieur, là-dedans, vit encore ce garçon qui, un jour, a cru qu'il pouvait changer le monde par le travail et l'amour. Et ce qui fait le plus mal, c'est de voir que peut-être, juste peut-être, cela n'a jamais été suffisant pour être rappelé comme quelqu'un de valeur. Ce n'était pas jour de ménage, ni jour de fouiller dans de vieux tiroirs, mais ce matin-là, le soleil a frappé différemment à la fenêtre, et quelque chose m'a attiré jusqu'à l'armoire de la chambre. Une petite armoire où je garde des documents, des médicaments, quelques vieilles photos. Je cherchais une pommade pour le dos, et au fond d'un des tiroirs, j'ai trouvé une petite boîte en carton. Sur le dessus, écrit avec un stylo d'enfant, « Pour Papy Antoine ». Cela m'a figé. Je suis resté la main en l'air, sans savoir si je devais toucher ou non. L'écriture était tordue, minuscule, mais c'était la sienne, celle du petit-fils, le fils de mon fils, celui-là même que je connais à peine. Je me suis assis au bord du lit avec la petite boîte sur mes genoux. Elle était poussiéreuse, avec une odeur de papier gardée depuis longtemps.
Je l'ai ouverte doucement, comme on ouvre une vieille blessure. À l'intérieur, il y avait un dessin. Un dessin simple fait au crayon de couleur, avec des arbres, une petite maison tordue, et deux petits bonhommes en bâton. L'un d'eux avait des cheveux blancs et une grande moustache. En dessous, il était écrit « Moi et Papy Antoine, à la ferme ». Mon cœur s'est emballé, j'ai senti ma gorge se serrer, parce que je ne l'ai jamais emmené à la ferme. Il en a juste entendu parler, c'est sûr que c'est sa mère qui lui a raconté, ou son père, même si c'était de façon détournée. Mais même sans y être allé, il l'a imaginé et dessiné. À côté du dessin, il y avait un petit caillou de jardin peint en rouge et un papier plié. Quand je l'ai ouvert, j'ai lu une phrase qui a fait trembler ma poitrine. « Papa, Raphaël a fait ça à l'école et a demandé à te le laisser. Je ne sais pas si tu en veux, mais c'est là. » L'écriture était celle de mon fils, petite, rapide, sans émotion, mais elle était là. À côté du dessin, il y avait un petit caillou de jardin peint en rouge et un papier plié. Quand je l'ai ouvert, j'ai lu une phrase qui a fait trembler ma poitrine. « Papa, Raphaël a fait ça à l'école et a demandé à te le laisser. Je ne sais pas si tu en veux, mais c'est là. » L'écriture était celle de mon fils, petite, rapide, sans émotion. Mais elle était là. Il l'avait livrée d'une certaine façon, ce geste avait eu lieu, et je ne l'avais jamais su, jamais vu, jamais remercié. La petite boîte était restée là, oubliée dans le tiroir, pendant que je pensais avoir été effacé de leur histoire. Mais ce n'était pas le cas. Il y avait une trace de moi quelque part, même si elle était petite, même si elle était invisible. J'ai pleuré doucement. Ce n'était pas du désespoir, c'était un pleur calme, presque beau, comme si je retrouvais quelque chose que je pensais n'avoir jamais existé. Parce que ce n'était pas seulement un dessin, c'était le souvenir que j'avais existé dans la tête de quelqu'un, qu'à un moment donné, dans une salle de classe, un enfant avait pensé à moi, m'avait dessiné, m'avait donné une forme, m'avait appelé papy, sans jamais m'avoir vu comme tel. Je suis resté là pendant des heures, tenant ce papier comme on tient un bébé, faisant attention à ne pas le froisser, à ne pas le tacher avec mes larmes, parce que soudain, ce dessin était la chose la plus vivante que j'avais. Je suis allé jusqu'au coffre de Simone et j'ai pris un vieux cadre. J'ai enlevé la vieille photo de notre mariage et l'ai soigneusement rangée. J'ai mis le dessin à la place et l'ai posé sur la commode en face du lit. Maintenant, chaque fois que je me réveille, c'est lui qui me regarde, ce petit bonhomme aux cheveux blancs et à la grande moustache. Je le regarde et je pense, est-ce qu'il se souvient encore de moi? Est-ce qu'il m'imagine encore comme sur le dessin? Est-ce qu'il demande encore de mes nouvelles? Je ne sais pas, et peut-être que je ne le saurai jamais. Mais juste de savoir qu'un jour, il a pensé à moi, ça change tout. Je suis resté des jours sans toucher à nouveau à la petite boîte, mais elle est restée là, dans le tiroir du haut, plus proche, comme pour dire « Maintenant je sais où tu es. Maintenant je sais que je ne suis pas aussi oublié que je le pensais. » Il n'y a toujours pas eu de visite, toujours pas d'appel, ni de nouvelles, mais ce petit geste, gardé là par hasard ou par honte, m'a donné un fil, un petit bout d'espoir ou de consolation. Parce que parfois, on n'a pas besoin de la réconciliation complète, juste d'une preuve qu'on a existé, qu'on a laissé une marque, qu'on n'est pas passé dans la vie comme le vent. L'autre jour, je suis allé à la petite épicerie. La caissière a souri et m'a dit « Vous avez l'air plus léger aujourd'hui, monsieur Antoine. » Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête, mais c'était vrai. J'étais plus léger. Non pas parce que les douleurs avaient disparu, ni parce que les absences avaient été comblées, mais parce que maintenant, dans mon tiroir, il y avait un petit caillou peint en rouge, un dessin et une phrase simple, écrite par quelqu'un qui ne sait peut-être même pas le bien qu'il m'a fait. Je suis rentré chez moi avec l'envie de vivre encore un peu plus, de rester ici juste pour, qui sait, voir ce petit-fils grandir, même si c'est de loin, même si c'est seulement sur papier. Il arrive un moment dans la vie où l'on cesse d'attendre.
non pas parce qu'on a abandonné, mais parce qu'on a compris que tout ne revient pas, que toute étreinte donnée ne trouve pas son chemin de retour vers la poitrine. J'ai cessé d'attendre que la sonnette retentisse, j'ai cessé de laisser la lumière de la terrasse allumée, j'ai cessé de regarder le téléphone avec l'espoir de voir un nom familier sur l'écran. Aujourd'hui, je regarde le temps passer calmement, comme quelqu'un qui comprend que la rivière coule vers l'avant, et que ce qui est resté sur la rive est resté. Il n'y a plus de retour. Et cela ne me rend pas amer, cela me rend silencieux. C'est un silence différent, ce n'est pas le vide d'avant, c'est un silence de quelqu'un qui a déjà dit tout ce qu'il pouvait, qui a déjà frappé à toutes les portes, qui a appris à s'asseoir avec sa propre douleur sans avoir besoin de la déguiser. Il y a des jours où elle s'assoit avec moi dans la cuisine, elle reste là à regarder mon café refroidir, à écouter la vieille radio jouer de la musique d'autre temps. Je ne me bats plus avec elle. J'ai déjà appris qu'il y a des douleurs qui ne s'en vont pas, elles apprennent juste à habiter avec nous. Et quand on l'accepte, elle devient même plus légère, non pas parce qu'elle diminue, mais parce qu'on cesse de la repousser. Je regarde ma maison et je vois l'histoire dans chaque coin. La chaise de Simone est toujours là, au même endroit, comme si elle allait arriver à tout moment. Le cadre avec le dessin de mon petit-fils est sur la commode. Parfois, quand je passe, je lui dis bonjour. Ça semble idiot, mais ça ne l'est pas. C'est une façon de se rappeler que je suis encore quelqu'un pour quelqu'un, que même sans voir, même sans entendre, quelqu'un m'a dessiné avec affection, m'a donné une couleur, m'a donné une forme, m'a donné une place. Et cela a plus de valeur que n'importe quelle médaille, n'importe quel applaudissement, n'importe quelle reconnaissance qui n'est jamais venue. Il y a eu un temps où je voulais tout résoudre. Je voulais une demande de pardon, une visite inattendue, un appel larmoyant au milieu de la nuit. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je veux juste la paix. Je ne veux plus rien comprendre, ni blâmer, ni justifier. Parce que la vérité est que notre vie n'a pas toujours de sens, et c'est peut-être la plus grande leçon que le temps nous apporte. Accepter ce qui ne s'explique pas, cesser de lutter contre ce qui ne peut pas être changé, et continuer avec ce qui reste. Parce qu'il reste toujours quelque chose, un souvenir, une odeur, un silence plein de mémoire. Parfois, je me réveille effrayé au milieu de la nuit, croyant avoir entendu quelqu'un m'appeler. C'est le cœur, je crois, essayant de se rappeler qu'il bat encore, qu'il a encore un nom, qu'il sent encore. Quand cela arrive, je reste allongé en silence, regardant le plafond, et je repasse tout ce que j'ai vécu. L'enfance pauvre, le travail dur, la maison simple, l'amour pour Simone, la naissance de notre garçon, les visites chez le médecin, les disputes dans la cuisine, les dimanches de riz à la chapelure. Tout cela tient en moi comme si mon histoire était devenue une chambre, et chaque souvenir un vieux meuble que je refuse de jeter. L'autre jour, j'ai pensé à jeter certaines choses, le dossier de vieux documents, les cartes d'anniversaire jaunies, la montre de poche de mon père. Je les ai tenues dans ma main, un par un, et je n'ai pas pu. Parce que ces choses peuvent ne pas avoir de valeur pour les autres, mais pour moi, c'est ce qui reste. Ce sont mes preuves d'existence, mes traces, mes morceaux, l'héritage que personne ne veut, mais qui dit tout sur qui j'ai été. Et si un jour quelqu'un les trouve, même s'il ne comprend pas, il saura qu'ici a vécu un homme ordinaire mais plein d'histoires que personne n'a voulu écouter. Et c'est bien si on ne les a pas écoutées. J'ai appris à me les raconter à moi-même, à me souvenir seul, à pleurer sans public, à sourire intérieurement, à aimer en silence. Je suis devenu comme ça, plus silencieux, mais dans mon propre monde. Jamais vide. Parce que celui qui a vraiment aimé, même sans retour, ne repart jamais les mains vides. On se remplit de ce qu'on a donné, et ça, personne ne l'enlève. Ni le temps, ni l'oubli, ni l'absence, ni même la mort qui parfois rôde, mais respecte encore mon pas lent et mon cœur têtu. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Ça peut être un mois, un an, une après-midi. Mais si demain je ferme les yeux, je partirai avec quelque chose de paisible en moi. J'ai été entier, j'ai été père, jusqu'à ce qu'on ne me laisse plus l'être. J'ai été mari jusqu'au dernier souffle de Simone. J'ai été ami, voisin, conseiller, travailleur.
Et quand le monde m'a poussé dans un coin, je suis resté debout, sans bruit, mais debout. Et cela, pour moi, c'est plus que suffisant. Je n'ai pas laissé de fortune ni de renommée, mais j'ai laissé tout ce que j'ai pu. Et si personne ne se souvient, moi, je me souviendrai de moi. Alors écoute-moi si tu es arrivé jusqu'ici. Écoute-moi avec ton cœur, parce que peut-être ce que j'ai vécu, tu le vis aussi. Peut-être as-tu aussi un silence qui t'accompagne, une absence qui pèse encore, une envie d'être rappelé. Si cette histoire a touché quelque chose là-dedans, commente ici, dis d'où tu l'écoutes. Et si tu connais quelqu'un qui lutte aussi pour être vu, envoie-lui cette histoire. Parce que parfois, tout ce dont on a besoin, c'est de savoir que quelqu'un, quelque part, se souvient encore de nous. Si cette histoire t'a touché, commente d'où tu l'écoutes et abonne-toi à la chaîne. Chaque jour, il y a une histoire que tu as peut-être aussi besoin d'entendre.